Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous abordons maintenant la question des fondements de la mécanique quantique. Donc nous avons vu beaucoup de choses sur la mécanique quantique, mais malgré tout ce que nous avons vu, la mécanique quantique reste tout de même une théorie assez étrange, avec ses caractères aléatoires, ses caractères ondulatoires, à la fois corpusculaires. Mais qu'est-ce qu'en fait une fonction d'onde ? Est-ce que c'est juste un objet mathématique qui permet de calculer les probabilités? Ou la fonction d'onde est-elle l'image d'un objet physique qui a une certaine réalité physique, une réalité physique qui reste sans doute à définir? Et pourquoi les phénomènes sont-ils aléatoires? Quel est le mécanisme derrière ça? Parce que on peut imaginer un aléatoire intrinsèque, mais le fait est qu'il y a un résultat. Et la question de pourquoi ce résultat-là plutôt qu'un autre se pose. Même si, en termes de causalité, il est clair que ce n'est peut-être pas si évident. Alors, on peut revoir un peu les règles d'un peu plus près, et en creusant un peu, on voit que ces règles ont quand même un côté bizarre et arbitraire. La première règle dit que la probabilité qu'un événement se produise est donnée par le carré du module d'un nombre complexe, que je note phi, et qu'on appelle amplitude. 2. Si le phénomène, le système ou une particule peut passer d'un événement A à un événement B par deux voies différentes, chacune avec une amplitude phi1 et phi2, alors l'amplitude totale est la somme des deux. Les deux étant des nombres complexes, il se produit des phénomènes d'interférence. Et 3, si par une mesure, une observation, une expérience quelconque, on peut savoir par quelle voie la particule est passée, disons la 1, à ce moment-là, il n'y a plus d'interférence et l'amplitude est donnée par phi1, toute seule. Forcément, on ne peut pas avoir phi2 puisqu'on sait que la particule n'est pas passée par 2. Elle est passée par 1. Ça a été mesuré. Ça, c'est l'archétype de l'expérience de Young que nous avons utilisé pour illustrer ces règles. 1 et 2 étant les deux fentes dans l'expérience de Young. Mais ça reste un peu bizarre, parce que, imaginons que la particule qu'on utilise, plutôt qu'un électron ou un photon, supposons que ça soit une particule instable. Ça ne manque pas dans la nature, que ce soit des particules élémentaires qui sont instables, des particules plus ou moins compliquées, même le neutron est instable, ou un atome qui peut se désexciter, ou tout autre processus. Et qu'elle se divise en deux particules A et B. Le dispositif étant dimensionné de façon à ce que, la plupart du temps, la séparation en A et B ait lieu après le passage des deux fentes de l'expérience de Young. Les deux particules se séparent alors, et chacune donne un faisceau de particules qui peut interférer. On a les interférences du A, les interférences du AB. Éventuellement, le dispositif peut être construit avec toutes sortes de systèmes miroirs ou autres qui séparent bien A et B, et les figures d'interférence de A d'un côté et de B de l'autre peuvent même être très éloignées. Ensuite, on mesure la trajectoire de B avec précision, de façon à savoir par quelle fente elle est passée, d'où est venue la particule B. Dans ce cas-là, on le sait, il n'y a plus d'interférence. Ça détruit la figure d'interférence de B. Oui, mais nous savons aussi maintenant par où est passé A, puisque A et B sont issus de la même fente. La particule passe la fente, se désintègre en A et B. Donc nous savons d'où vient A. Nous n'avons pas mesuré A. Nous ne l'avons pas touché, nous ne l'avons pas altéré. Mais nous savons par quelle fente il est passé. Donc, la mécanique quantique nous dit qu'il n'y a plus d'interférence. Je vous garantis que c'est ce qui se passerait.
Et pourtant, alors évidemment, on connaît la position de A, plus exactement, la position quand elle est sortie de la fente, lorsque la particule s'est désintégrée. Et, en connaissant sa position, le principe de la détermination nous dit que l'incertitude sur l'impulsion devient grande, et donc cela détruit la figure d'interférence. Ok. Mais on n'a pas perturbé ici la particule. Alors ici, le terme sur lequel j'ai toujours insisté, principe d'indétermination, prend tout son sens. L'état de la particule est plus ou moins indéterminé. Sa position est plus ou moins indéterminée selon ce que l'on sait de la particule. Plutôt que principe d'incertitude, où il n'y a pas une incertitude intrinsèque ou due à la précision des mesures. Ici, on n'a même pas mesuré la particule A. Il n'y a pas d'incertitude de mesure. Mais il n'empêche que la seule chose qui a changé pour la particule A, c'est la connaissance que nous en avons. Alors, question se pose. Comment la connaissance que nous avons de la particule A peut-elle influencer la particule? Comment le fait de savoir, nous, êtres humains, quelque chose, influence-t-il le phénomène? Ça fait très métaphysique. Et d'ailleurs, certaines interprétations de la mécanique quantique sont très proches de la métaphysique. On dit parfois qu'en mécanique quantique, l'observateur ne peut pas être séparé du système. Ça forme un tout. Toute mesure introduit des perturbations. L'influence de l'observateur ne peut pas être séparée du système que l'on observe. Très bien, je suis là même d'accord. Mais ici, de quelle influence parle-t-on? La particule A, on ne l'a même pas observée. On ne l'a même pas mesurée. Difficile d'avoir une influence. En fait, nos deux particules sont intriquées. C'est là qu'elles osent. A et B viennent de la même fente. La particule sort d'une des deux fentes, et en sortant d'une fente, elle se désintègre. Donc A et B viennent d'une des deux fentes, mais elles viennent ensemble de la même fente. Les fentes par lesquelles elles passent sont aléatoires, mais si B est sorti de la fente 1, alors A aussi. On dit que les particules sont intriquées, et c'est le cœur de la mécanique quantique. Et c'est le cœur des problèmes que je soulève ici. L'intrication quantique est donc très importante. On a imaginé des tas d'expériences. Des expériences réelles, qui ont parfois réellement été faites. L'expérience de Jung a été réalisée. Et parfois même la mécanique quantique d'ailleurs. Ou des expériences de pensée. Parce que difficile à mettre en œuvre en pratique, ou qui n'apporterait pas grand-chose de plus en pratique. Toutes ces expériences ont pour but de décortiquer ces phénomènes bizarres dans la mécanique quantique, et en particulier les phénomènes dus à la superposition des états et à l'intrication. Et elles montrent bien, mais qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en fait. La MQ marche, la mécanique quantique marche parfaitement. Elle n'a jamais été mise en défaut. Tout ce que je vous ai expliqué, tout ce que je vous ai présenté, c'est des succès extraordinaires dans la mécanique quantique. Jamais on n'a trouvé une faille. On doit donc la prendre au sérieux, on doit la prendre telle qu'elle est. Mais il n'empêche qu'il reste un mystère. Quelque chose qui nous a échappé. Ça ne doit pas remettre en cause la théorie qui marche très bien, mais il y a un point qu'on n'a pas compris. Feynman avait dit, ou du moins c'est une citation qu'on lui attribue, avait dit « Taisez-vous et calculez ». Sous-entendu, arrêtez de vous poser ce genre de questions. La théorie marche très bien, appliquez-la. Donc cette phrase est citée hors contexte. Je ne m'aventurerai pas à savoir ce que Feynman avait réellement en tête lorsqu'il l'a dit, s'il l'a dit. Mais elle traduit une attitude tout à fait scientifique, une attitude de physicien, mais scientifique plus généralement. La science a pour but de construire des modèles, essentiellement des modèles mathématiques, surtout en physique, pour décrire des phénomènes, des systèmes, de mener des calculs, de faire des prédictions et de les vérifier. Et si ça marche, le but est atteint. Le reste, métaphysique, philosophie,
Ce n'est pas du domaine de la science. Mais se poser des questions, c'est aussi une attitude scientifique. Si quelque chose nous échappe, si quelque chose on ne le comprend pas, il est normal de se poser des questions. Il est normal d'essayer d'imaginer des expériences qui permettraient de comprendre ce qui nous a échappé. C'est aussi l'approche scientifique. Et une théorie donnée, aussi belle, aussi parfaite soit-elle, aussi extraordinaire et jamais mise en défaut que soit une théorie comme la mécanique quantique, cette théorie ne reste pas un but ultime, la science doit toujours progresser. Il est normal de se poser des questions. Et de ce d'autant que ce n'est pas tout à fait sans souci, ce problème. Ce n'est pas juste de la philosophie. Il y a des situations où on aurait besoin de comprendre. Prenons un exemple. On veut appliquer la mécanique quantique à l'univers. Dans un domaine, comme typiquement décrit par la relativité générale, on voudrait en avoir une version quantique, donc on doit appliquer la mécanique quantique à un objet, l'univers, dans sa globalité. Mais dans ce cas-là, des questions comme mesure, observation, réduction de la fonction d'onde dans l'état phi1 ou autre, tout ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'observateur extérieur. Nous sommes partie de l'univers. Nous sommes le système que nous étudions. Il n'y a plus d'observateur extérieur pour dire « je fais la mesure sur l'univers ». L'univers étant par définition toute chose. Et donc là, il y a une difficulté pour appliquer nos règles. On ne sait pas comment on doit faire. Et donc, il faudrait au moins comprendre la raison de devoir appliquer ça là, pour résoudre le mystère que j'ai mis en évidence. De plus, nous avons de par la physique quantique, nous avons aussi la physique classique, celle qui s'applique à notre échelle, qui décrit notre monde. Le lien entre les deux n'est pas si évident que ça. Il pourrait l'être, on pourrait croire, ben oui, c'est quand les effets quantiques sont trop petits pour être notables, qu'il n'y a plus certains effets, comme les interférences ou d'autres. On a vu de telles situations, notamment avec la physique statistique, mais ça reste quand même étrange, il y a quand même des choses qui sont à éclaircir. Par exemple, prenons une chaise. J'ai à côté de moi ici, j'ai une chaise. Quel peut être son état quantique? En théorie, elle pourrait être là ou là. Elle pourrait être dans un état quantique superposé, à deux endroits différents. Mais ça n'a jamais été observé. Nous n'avons jamais observé une chaise qui se trouvait à deux endroits en même temps. Sauf peut-être dans la science-fiction. Une voiture, une pomme, un être humain sont toujours à un endroit précis. Pourquoi cette différence par rapport aux objets quantiques? Alors que la physique quantique découle, la physique classique découle de la physique quantique. Comment passer de l'un à l'autre? C'est des questions qui sont tout de même importantes. Ce n'est pas des questions qu'on peut laisser simplement en suspens comme ça. Donc tout ça fait partie aussi de ce qu'on appelle l'interprétation de la mécanique quantique. Nous y viendrons, c'est pas simple, c'est assez vaste, donc nous y arriverons progressivement. Nous avons besoin de un certain nombre de bases. Alors, nous ferons souvent des comparaisons, ou nous ferons souvent référence à des théories dites à variables cachées. Alors qu'est-ce que c'est? Certains physiciens, qui n'étaient pas satisfaits de certains comportements de la mécanique quantique, et en particulier de leur caractère aléatoire, se sont demandé si la mécanique quantique n'était pas incomplète. C'est le cas d'Einstein. Lui, c'est plutôt son caractère non local qui le gênait, on y reviendra. On en reparlera. Mais c'est lié, les deux choses sont liées. Donc, certains ne sont pas satisfaits du caractère aléatoire, et donc ils supposent que s'il y a des phénomènes aléatoires, et qu'un résultat n'est pas prédit avec certitude, quand la particule peut passer par les deux fentes 1 et 2, elle peut passer par l'une ou l'autre de manière totalement aléatoire. Et ça, ils disent, mais c'est pas possible, il doit y avoir une cause. Donc, la mécanique quantique n'est pas complète. Ça ne veut pas dire que la mécanique quantique est fausse, juste qu'elle est incomplète. Et donc,
l'aléatoire serait un effet statistique de quelque chose qui nous reste à comprendre. Un effet purement statistique, comme un tirage de boules de loto ou des phénomènes classiques. Cette approche est séduisante. Nous verrons qu'elle n'est pas sans difficulté. Prenons par exemple un dé. Nous jetons un dé, il roule, tombe sur un numéro, le phénomène semble totalement aléatoire. En fait, en tant que physicien, on sait très bien que c'est faux. Connaissant l'état précis de la position du dé, connaissant la force exacte pour le lancer, et connaissant les lois de la physique, y compris peut-être les petites aspérités du tapis sur lequel le dé va rebondir, les petites irrégularités du dé, alors, en principe, en résolvant les équations différentielles, on peut calculer exactement, avec certitude, sur quelle face il va tomber. En fait, on s'attendrait à un phénomène appelé chaos déterministe, que je ne vais pas détailler ici, mais l'expérience a même été faite avec une pièce. La reproductibilité du lancer exact a été faite avec des, non pas avec un dé, mais avec des pièces de monnaie, qui peuvent tomber sur pile ou face. Et ils ont pu démontrer que non seulement, effectivement, on pouvait le calculer, mais qu'en plus, le phénomène était loin d'être aussi aléatoire que ça, dans le sens chaos déterministe. Même en faisant varier un tout petit peu le lancer de la pièce, celle-ci retombe presque toujours du même côté. Alors qu'avec un phénomène de chaos déterministe, une toute petite variation introduirait des gros changements, et donc des piles ou faces de manière presque aléatoire ou apparemment aléatoire. Donc, ce phénomène statistique est bien connu. On le voit tous les jours. Et donc, certains disent, oui, mais attendez, vous découvrez la mécanique quantique, et là, boum, vous dites, ah, elle est aléatoire, est aléatoire, est intrinsèque. Il est comme ça. La physique est comme ça. Minute. Quand on a découvert les phénomènes classiques, on les a étudiés, décrits, là aussi, les phénomènes avaient l'air aléatoires. Dans l'Antiquité, on attribuait certains phénomènes aux dieux, ou simplement la malchance. Et on ne se préoccupait pas d'aspects scientifiques ou physiques. Et puis, à fur et à mesure qu'on a compris, on a fini par décortiquer tout ça, et même la physique statistique est née assez tardivement, c'est le 19e siècle. Donc ils disent, bon attendez, mécanique quantique, il y a peut-être autre chose derrière, et c'est peut-être aussi un phénomène statistique. Donc c'est très séduisant. Et donc l'idée, c'est de dire que si on a un état quelconque, disons l'état psi, alors on n'a pas que l'état psi tel que décrit par la mécanique quantique, mais des variables que l'on note lambda. En fait, on les note collectivement comme lambda, un ensemble de variables qui décrivent totalement l'état. Ces variables nous étant a priori inconnues. Puisque la physique quantique permet de tout faire, tout ce qu'on veut avec, on a vu ces développements, ces résultats, simplement en utilisant ça, mais ça veut dire qu'au moins probablement on ne peut pas déterminer les variables lambda, d'où leur nom de variables cachées. On parlera de ça. Et par exemple, si on a une expérience où on mesure l'état de la particule, ce qui se traduit par un opérateur, psi, opérateur hermétique par exemple, pour une mesure, et on veut savoir s'il se trouve dans l'état phi, lors de la mesure, et on sait que la probabilité, c'est donné par le carré de ça. Les théories à variables cachées disent, ben non, la probabilité, bon, elle est donnée par ça, oui, mais elle est aussi donnée par une certaine fonction, tout à fait déterministe, sans aspect aléatoire, qui dépend, qui bien sûr est une fonction qui dépend du type de mesure, qui dépend de l'état psi et des variables locales. De telles théories à variables cachées, beaucoup ont été construites. Et il y a toutes sortes de variantes. Des variables continues ou discrètes, avec des valeurs entières par exemple, avec un ensemble de variables qui est global à tout le système, ou propre à chaque particule ayant ses propres variables cachées. Elle peut être locale ou non locale, avec, c'est-à-dire des liens entre les variables qui sont instantanés.
à distance. Donc avec échange de signaux d'une certaine nature qui seraient communiqués et altéreraient l'état des variables. Donc beaucoup de variantes existent. Notons que, bon, je vous le dis à titre personnel, moi je ne suis pas du tout partisan des théories aux variables cachées, mais c'est quelque chose à examiner. Ça fait partie de certaines recherches, et comme je vous l'ai dit, on comparera certaines choses aux théories à variables cachées. Est-ce que nous apprendrons les théories à variables cachées n'est pas totalement sans intérêt à un niveau conceptuel fondamental. Voilà, et donc, puisque nous l'avons dit, l'intrication est au cœur de la mécanique quantique et de son mystère, nous allons continuer là-dessus pour le moment. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons revoir un peu plus près l'intrication, sa définition et là où elle nous conduit. Je vous remercie.